Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire la présentation de l'étape numéro 15. Nom de code, mini tour de Lombardie pour cette étape numéro 15 avec cette arrivée du côté de Bergame. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous voyez comme favori, si vous pensez que je me plante complètement au niveau de la stratégie de course que j'imagine. Et puis quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. Quand vous vous abonnez, n'hésitez pas également à aller voir un petit tour du côté de la chaîne, allez voir la page de la chaîne. Vous avez des petits sondages en ce moment avec ce tour d'Italie. Si vous avez les moyens, et seulement si vous avez les moyens, vous pouvez faire également un super fan, ça permet de soutenir la chaîne. EPS 2.0 sur les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Amazon, Google, et puis TikTok, le débrief rapide de l'étape juste après l'arrivée dans la demi-heure qui suit l'arrivée. Étape numéro 15, étape pour baroudeur, même si on a du dénivelé et des bosses. Alors après, étape pour baroudeur, ça c'était mon avis au départ, parce que je me dis que un leader, mais il faudrait oser, ou un sprint en petit comité. Ça peut être possible également sur une étape comme ça, parce que les organismes sont fatigués avec la pluie, avec les conditions climatiques qui ont été difficiles. Mais le souci de cette étape, c'est qu'on a pas mal de phases de transition, c'est-à-dire que les bosses ne s'enchaînent pas, et la dernière difficulté est quand même assez loin de l'arrivée. Mais bon, pourquoi pas dans un sprint en petit comité entre les différents leaders. Les organismes commencent à être fatigués après 2 semaines de course. Est-ce que ça va jouer des tours à certains coureurs avant la journée de repos, à certains leaders? Eh bien ça, on le saura ce soir, mais c'est vrai qu'il ne faut pas négliger que c'est quand même une étape. Selon Pro Cycling Stats, encore une fois des chiffres que j'ai récupérés il y a plusieurs semaines désormais, 4035 mètres de dénivelé positif, ce qui nous place cette étape en 6e position. Des étapes avec le plus de dénivelé positif sur ce Tour d'Italie. Le souci, encore une fois, c'est ces phases de transition qui ne vont pas aider, mais pour les coureurs baroudeurs, ça peut vraiment être une étape intéressante. On regarde tout de suite l'histoire du Tour d'Italie. On regarde le parcours de cette dernière journée de la 2e semaine de course. Le parcours de cette étape 15 entre Seregno et Bergame. Voilà, comme on le disait, c'est un mini tour de Lombardie avec cette arrivée du côté de côté de Bergame, 197 km au tour dans la Lombardie. On part de Seregno, on part d'une petite bosse, le Monticello Brianza, 2 km 7 à 3,7 de moyenne. Et puis on arrive assez vite au pied de la montée de San Gregorio, 3 km 1 à 6,3 de moyenne au kilomètre 30. Avant le passage du côté du Valico dit Valcava, 11 km 700 à 7,9 de moyenne, côte de première catégorie. C'est une côte, il faut faire attention. Ça va être un petit peu ce qu'on aura sur quelques côtes aujourd'hui, du pourcentage sur cette difficulté. On la regarde tout de suite, le Valico dit Valcava. 1338 mètres d'altitude, donc 11 km 700, 7,9 de moyenne. Et comme vous pouvez le voir, on a notamment 3 km qui s'enchaînent entre le kilomètre 7 et le kilomètre 10. Au-delà de 10%, notamment avec un kilomètre où la moyenne du kilomètre sera à 11,8%. Donc ça veut dire que ça va être costaud. Ensuite, ça sera 8,6. Et puis, on a également un kilomètre à 9,1% de moyenne entre le kilomètre 4 et le kilomètre 5. Et vous voyez, la pente est assez dure tout le temps. Il y a des zones où c'est un peu plus facile. Des passages à 6,5, mais il y a toujours de la pente sur cette difficulté pendant 10 km. Donc qui devrait permettre de tenter des choses. Si on n'a pas encore l'échappée qui s'est dessinée à ce moment-là. Le sommet est au kilomètre 46,5, c'est-à-dire à 150 km de l'arrivée. On redescend, le sprint intermédiaire qui sera à Nembro au kilomètre 87,5. Et puis au kilomètre 98,5, nous allons avoir la montée du Selvino, 11 km 3 à 5,5 de moyenne. Montée du Selvino. Là, c'est beaucoup plus régulier, il n'y a pas de très grosse pente dans cette montée. C'est entre 5 et 6% quasiment tout le long. 6,5 on va dire sur les pentes les plus importantes, mais pas de grandes difficultés, c'est assez roulant, voilà cette montée du Selvino, mais elle s'enchaîne cette montée du Selvino avec la montée du Miragolo San Salvatore, 5 km 2 à 6,9 de moyenne, côte également de 2e catégorie, au kilomètre 112, le Miragolo San Salvatore c'est plus court, mais avec plus de pourcentage.
notamment un passage pendant 1 km à 10% entre le kilomètre 1 et le kilomètre 2, et puis 8,5 au pied. Donc c'est peut-être l'enchaînement de ces deux difficultés qui peut faire mal, mais on sera encore à une centaine de kilomètres de l'arrivée. De nouveau une phase de transition avec une montée qui est... Alors j'ai le nom... Et c'est la montée du Boccola, pardon, qui est la montée qui est à l'entrée de Bergame, qu'on retrouve assez régulièrement, cette montée avec des pavés. Avant de redescendre voilà, sur Bergame, premier passage sur la ligne d'arrivée. Mais à ce moment-là, il va nous rester encore une bonne cinquantaine de kilomètres. Le sprint bonification au kilomètre 154 qui sera Almeno San Bartolomeo. Et puis la dernière difficulté du jour, côte de deuxième catégorie, le Roncola Alta, 10 km à 6,7 de moyenne. Cette montée du Roncola Alta. Un peu moins dur que la première difficulté du jour, mais il y a quand même un passage à 9,4%, suivi d'un replat. C'est vrai que les 3 derniers kilomètres sont un peu plus faciles. La difficulté se situe surtout entre le kilomètre 1 et le kilomètre 7. Ensuite, c'est un petit peu plus facile sur les 3 derniers kilomètres, mais il faudra quand même le franchir avant un final où on aura une belle descente. Et puis de nouveau, ce Boccola pour finir, deuxième passage et l'arrivée. Du côté de Bergame, on revoit un petit peu l'arrivée à Bergame, qui n'est pas si facile que ça. Donc, comme je le disais, on est à 5 km de l'arrivée, il y aura une première chicane, on redescend, là on arrive dans la côte. Vous avez une entrée avec une porte, il y a un passage à 12%, il y a aussi des pavés. Ce sont des pavés de ville, mais il y a des pavés. Et puis ensuite, on a encore quelques difficultés ensuite. Vous voyez, au niveau des virages, c'est pas mal technique sur la fin, avant d'arriver vers Bergame avec l'arrivée finale. Le dernier kilomètre à 1800 mètres, voilà un virage serré et une chaussée rétrécie. J'ai oublié de le dire également que vous avez des passages de portes. C'est des portes, vraiment des portes de l'époque, pas de la Grèce antique, de l'époque romaine, c'est-à-dire c'est des portes vraiment très resserrées, comme on peut retrouver dans certaines villes. Et puis ensuite, donc dernier virage qui est aux 800 mètres, une longue ligne droite, mais voilà, il faudra faire attention à ces portes resserrées, ne pas se faire avoir au niveau du placement. Et au départ de cette ligne droite, c'est un faux plat descendant avant d'arriver sur du plat, donc ça devrait arriver assez vite si on est dans un sprint en petit comité. On regarde tout de suite l'histoire du Tour d'Italie. Alors j'aurais pu revenir sur un Tour de Lombardie, arrivé à Bergame. Moi j'ai décidé plutôt de me concentrer sur le Giro. Et on va revenir sur le Giro 2017 pour la deuxième fois dans ces vidéos histoire en cette année 2023. Et aujourd'hui on va parler de l'étape numéro 15 qui arrivait déjà à Bergame, étape de moyenne montagne avec deux difficultés, le Salvino et le Miragolo San Salvatore qu'on retrouve aujourd'hui dans la fin de course. Nous avions également une petite montée juste à l'entrée de Bergame comme aujourd'hui. À ce moment-là de la course, c'est toujours Tom Dumoulin qui est en tête du général avec 2 minutes 47 d'avance sur Quintana. Et aujourd'hui, l'échappée peut aller au bout, ce qui fait qu'on a un début de journée très animé. Un groupe de 5 coureurs se forme très rapidement. On retrouve Jérémy Roy de la FDJ, Dries de Venins de la Quick Step, Moreno Offland de la Lotto, Yann Barta de la Bora et Gerd Zupa de Vidier Triestina. Mais derrière, les équipes continuent de rouler dans le peloton à vive allure. Elles ne veulent pas laisser partir ces coureurs. D'autres équipes veulent entrer dans cette échappée. Ce qui fait que ce groupe de tête ne prendra jamais plus de 30 secondes d'avance. On roule vite à plus de 50 km/h sur les 2 premières heures de course. Et De Venins va tenter de ressortir seul dans un deuxième temps, mais il ne résistera pas au retour du peloton. La bonne échappée va sortir au kilomètre 98. Elle est composée de Fernando Gaviria de la Quick Step, Phil Degnan de la Sky, Julian Amezqueta de Vidier Triestina, Enrico Battaglin de la Lotto Enel, Jack Jens van Rensburg de la Dimension Data, Sylvain Didier de la BMC, Enrico Barbin de la Bardiani, Rudy Mollard de la FDG, Evgeny Chalounov de la Gazprom et Simone Petilli de UAE Team Emirates qu'on a déjà vu dans une échappée cette année en 2023. Au départ, ce groupe va prendre très vite de l'avance jusqu'à 2 minutes et puis la Sunweb de Tom Dumoulin décide de rouler pour tenter de rentrer sur les hommes de tête. Au sprint intermédiaire, Gaviria passe en tête et il conforte son avance au maillot cyclamen. Il a 325 points à ce moment-là alors que les autres sont bien plus loin dans ce classement du maillot cyclamen. On arrive au pied de la première difficulté
difficulté du jour, à 50 km de l'arrivée. L'écart avec le peloton est de moins d'1 minute d'avance. Gaviria va s'écarter dès le pied. Il a travaillé pour ses petits compagnons pour qu'ils lui laissent les points du sprint intermédiaire, mais il savait qu'il n'avait aucune chance dans cette étape. Il a rempli son objectif qui était de prendre des points au sprint intermédiaire. Et à 42 km de l'arrivée, attaque de Pierre Rolland de la Cannondale qui tente de revenir sur le groupe de tête. Cette côte de deuxième catégorie fait des dégâts et au sommet du Miragolo San Salvatore, ils n'en sont plus que 3 dans le groupe de tête. Jack Jens Van Rensburg passe en tête devant Rudy Mola et Philippe Deignan, mais qui s'accroche. Le Britannique, vraiment, il est en grande difficulté. Pierre Rolland est à 35 secondes alors que Luis Leon Sanchez décide de sortir juste avant le sommet du peloton. Nous entamons la descente qui est rapide et technique. Sanchez qui va rejoindre Pierre Rolland qui, dans un temps précédent, avait repris Barbine présent dans l'échappée matinale. Derrière, grosse frayeur. Quintana tombe dans une épingle. Il repart en changeant de vélo. Mais sa voiture s'est arrêtée du mauvais côté de la route et elle a failli causer un suraccident sur une route qui n'est pas très large. Dans le peloton, Dumoulin va faire preuve d'un grand fair-play en attendant le Colombien et en demandant à son équipe de ralentir. Quintana va changer une nouvelle fois de vélo avant de rentrer dans le peloton. Cette péripétie permet à l'échappée de reprendre un peu de temps. L'écart remonte à 1 minute 15 et le groupe Rolland est à 22 secondes à 33 km de l'arrivée. Mais problème pour les échappés, le peloton reprend sa marche en avant et à 10 km de l'arrivée, l'avance du groupe de tête est de 20 petites secondes. Au même moment, Tanel Kangert d'Astana tombe violemment sur un terre-plein central qui n'était pas signalé par l'organisateur. Il va se faire très mal. Il ne repartira pas devant. Le groupe Rolland est rentré sur les échappées. Nous arrivons dans Bergame avec cette petite montée. L'échappée est quasiment reprise. Visconti de la Bahreïn accélère pour Vincenzo Nibali. Le requin de Messine connaît bien cette ville qui sert d'arrivée au Tour de Lombardie qui lui a souvent réussi. Il n'arrive pas à faire la différence. Le final de cette montée est en pavé et à 3 km 700 de l'arrivée, Jungels décide d'attaquer. Alors il aura de la chance parce qu'il va être bien protégé par les motos qui seront vraiment juste devant lui. Donc il aura une belle petite aspiration. Nibali arrive à le contrer avec Pozzo Vivo dans la roue. On est tout en haut de cette difficulté, tout au sommet de cette difficulté. Ce final est complètement dingue et Jungels tente de ressortir à nouveau dans la descente, mais il est suivi par Pinot et Dumoulin. On arrive groupés pour le sprint. Ils sont 12 dans le peloton, mais à la fin, il n'en restera qu'un. Mollema décide de lancer aux 500 mètres, suivi par Pozzo Vivo. À 200 mètres, Yates déclenche le sprint, suivi par Jungels. Pinot est obligé de contourner énormément de coureurs. C'est donc Bob Jungels qui s'impose devant Quintana qui réussit à s'infiltrer entre les différents coureurs qui sont à fond dans leur sprint. Pinot complète le podium et au général, Dumoulin reste leader, mais il perd 6 petites secondes d'avance sur Quintana et l'écart est de 2 minutes 41 entre les deux. Le cycliste du jour aujourd'hui, on va parler d'un Italien né à côté de Bergame. C'est Felice Gimondi, l'Italien, coureur cycliste entre 65 et 79. C'est un coureur qui est assez important pour les Italiens parce que c'est une époque après, bon, je rappelle, dans les années 40, vous avez la bagarre entre Gino Bartali et Fausto Coppi, Fausto Coppi poursuit dans les années 50, et puis il prend sa retraite en 1960, et puis le cyclisme italien, à la fin des années 50, c'est moins prolifique qu'à cette période-là où vous avez deux excellents coureurs. Ça ne veut pas dire qu'on avait que des brels, mais c'était un peu moins prolifique. Et puis, on commence une première internationalisation du cyclisme, notamment avec Charles Hugo du côté du Luxembourg. Et puis, vous avez les Français qui sont performants. Vous avez du Louison Bobet, vous avez également Jacques Anquetil. Bon, Raymond Poulidor qui gagne un peu moins, mais encore sur les classiques, il avait un bon rendement, Raymond Poulidor. Ce qui fait qu'au début des années 60, les Italiens, ça marche un peu moins bien. Et puis Felice Gimondi, quand il arrive, il va redonner un petit peu d'essor à ce cyclisme italien. Alors, pas de chance pour lui, il tombe à la même période qu'Eddy Merckx. C'est-à-dire que 65, c'est les débuts d'Eddy Merckx, qui lui va finir sa carrière
je crois de tête de 60 en 77, Eddy Merckx, mais il va quand même prendre 3 Giro, 67, 69, 76. Il aura le temps de récupérer un Tour de France avant Eddy Merckx en 65, la Volta 68 également. Milan-San Remo 74, Roubaix 1965, Lombardie en 73 et 66, Roubaix en 65. Je rappelle qu'à l'époque les cyclistes étaient très polyvalents et puis en plus Paris-Roubaix au début des années 60, il y avait de moins en moins de pavés. 65, 66 sont les dernières éditions où il doit y avoir 5 ou 6 km de pavés sur tout le parcours. Champion du monde 73 et puis cette victoire d'étape sur le Tour et le Giro. Et puis pas de chance pour lui, il est mort en 2019, pas très vieux, hein, je crois que c'était 76, 77 ans, d'un arrêt cardiaque après s'être baigné du côté de Felice Gimondi. Du côté de la météo, soleil. Et oui, ça existe encore le soleil en Italie, nom de Dieu, avec une température entre 22 et 24 degrés. On n'avait pas connu ça depuis quasiment le départ de la course à Ortona. Et puis du côté du vent, il devrait être assez calme. Des rafales peut-être un peu plus importantes à 15-20 km/h, mais dans la majorité du temps, hein, le vent sera très faible et très calme. Du côté de la stratégie de course, soit une grosse échappée qui va au bout, et des leaders qui ne bougent pas, qui ne voient pas l'intérêt d'attaquer sur cette étape et qui vont attendre la 3e semaine pour lancer les hostilités. Soit une grosse échappée qui va au bout et des attaques de leaders pour tenter d'éliminer des coureurs, peut-être pas de faire des différences, mais d'éliminer des coureurs, soit victoire d'un leader du général, parce que on roule tellement vite dans la journée qu'il y a un petit groupe qui arrive à sortir. Du côté des favoris, je mets Benelli. Moi, je pense que c'est un coureur qui est performant sur ce type de parcours, qui peut faire la différence s'il part dans l'échappée. Par contre, il faudra faire attention pour Benelli. Ça sera peut-être pas si facile pour lui de s'en sortir parce que il aura la pancarte, mais bon, c'est aperçu quand même au Cappuccini qu'il a réussi à très bien s'en sortir. Primoz Roglic, en cas de sprint en petit comité, ça peut être une belle carte. Et puis Zana, également en cas d'échappée, ça peut être intéressant, le champion d'Italie, Zana, qui me fait vraiment une belle impression depuis ce début de Giro. En grosse cote, je mets Santiago Buitrago. On voit que quelquefois la Bahreïn laisse ses coureurs partir en échappée. Donc Buitrago pourrait être une belle carte. Du côté du programme télé, eh bien, les rois de la pédale à 11h30, le direct à partir de midi sur Eurosport 1. L'arrivée, elle est prévue entre 17h et 17h30. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve ce soir 21h pour faire le débrief de cette étape à Bergame. Pas demain, mais mardi 7h pour la présentation de l'étape numéro 16, le Monte Podone. Ça va faire mal aux pattes, je peux vous le dire. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!